Je vais vous livrer maintenant un secret sur la façon de gérer votre emploi du temps. Il est simple et se présente comme suit. Vous prenez en main vos journées ou vous vous laissez mener par celles-ci. En fait, il s'agit de décider qui est le maître, car il est beaucoup trop facile de déléguer le pouvoir à d'autres en leur laissant décider de votre emploi du temps. L'une des meilleures façons de reprendre le contrôle de son emploi du temps, c'est d'apprendre à dire un mot des plus efficaces en matière de répartition du temps. Connaissez-vous le mot non? Apprenez à dire non. Pour ma part, j'ai encore du mal à dire non. Il est si facile de dire oui à tout et d'être gentil. Or, il arrive souvent, une fois qu'on a dit oui, qu'on doit passer des heures à essayer de se sortir d'une situation ou d'une obligation qu'on n'aurait jamais dû accepter. Voilà une excellente façon de perdre son temps. Finalement, j'ai appris à dire non gentiment. Mais comment? En agissant comme suit. Je dis non, je ne crois pas pouvoir faire ce que vous me demandez, mais s'il y a du changement, je vous appellerai. N'est-il pas mieux d'agir ainsi que d'accepter d'emblée un mandat et d'être ensuite obligé de laisser tomber les gens? Essayez cette méthode, vous verrez qu'elle est efficace. Et comme mon bon ami Ron Reynolds a l'habitude de dire, ne laissez pas votre grande langue vous mettre un trop lourd fardeau sur les épaules. Je vous fais part maintenant d'une autre technique qui vous permettra de reprendre le contrôle de vos journées. Lorsque vous travaillez, travaillez. Et lorsque vous jouez, jouez. Le mélange des deux ne réussit jamais. Tout ce que vous arriverez à faire en agissant ainsi sera de perdre au change sur les deux tableaux. Si vous travaillez tout en vous amusant, vous n'éprouvez pas la grande joie qui découle d'un grand succès, ni la relaxation totale qui découle d'un divertissement sincère. Je le sais. J'avais l'habitude de dire « Je dois amener ma famille à la plage ». Je le leur ai promis. Que diront-ils si je faillis à mes obligations? Alors je les amenais à la plage et tout le temps que je m'y trouvais, je me disais « Je devrais être au bureau. Qu'est-ce que je fais à la plage? J'ai tant de travail à faire. Quelle excuse pourrais-je trouver pour raccourcir ce voyage et retourner au travail? » Le résultat? Je gâchais une journée qui aurait été merveilleuse autrement, parce que je pensais au travail durant mes heures de loisirs. Je faisais aussi le contraire. Je me disais, je quitterai le bureau à 3 heures et j'irai faire de la motocyclette sur les petites routes. Devinez à quoi je pensais durant toute la journée? Et oui, à faire de la moto. Aujourd'hui, lorsque je me rends en Espagne, en Afrique ou en Australie pour des conférences, je considère qu'il s'agit de voyages de travail. Toutes mes journées sont remplies par des conférences, des entrevues. Mais lorsque j'en ai fini avec mon travail, je garde du temps pour m'amuser, pour explorer et pour avoir du plaisir. J'ai enfin appris une leçon importante. L'un de mes amis, un entrepreneur connu, s'est fabriqué un horaire un peu spécial. Il travaille une semaine sur 2. Il appelle cela travailler une semaine pour s'amuser une semaine. En réalité, si l'on tient compte des fins de semaine, il s'amuse durant 9 jours et ne travaille que 5 jours. Quel luxe, n'est-ce pas? Cependant, laissez-moi vous dire ceci. Durant les 5 jours qu'il consacre au travail, il travaille et travaille vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer le tourbillon d'activités qu'il crée lorsqu'il est au travail. Les choses vont bon train, l'un après l'autre. Les secrétaires, les comptables, les architectes et les concierges défilent dans son bureau. Ces 5 jours sont composés d'efforts maximaux. Il donne tout ce qu'il peut, sans s'arrêter. Ensuite, il arrête toute activité et va rejoindre sa famille et s'amuse avec elle. Incroyable! Voici 4 éléments à maîtriser pour mieux gérer son emploi du temps. 1. Apprendre à se connaître. Quiconque désire gérer son emploi du temps de façon créatrice et intelligente doit apprendre à se connaître lui-même. Nous avons tous une horloge biologique qui contrôle quotidiennement nos hauts et nos bas de productivité. Et il est important d'en avoir conscience. Bref, il vous faut découvrir à quel moment vous êtes le plus énergique. Si vous êtes plus productif en matinée, il convient que vous vous occupiez de vos projets les plus importants en matinée.
Si votre profession exige que vous persuadiez des gens, il convient que vous arrangiez vos horaires de façon à prendre rendez-vous au déjeuner. Si au contraire vous avez du mal à vous rappeler votre nom avant l'heure du déjeuner, il convient que vous planifiez vos horaires de façon que vos affaires les plus pressantes se déroulent en après-midi et le soir. Ensuite, il vous faut analyser vos habitudes. Par exemple, si vous n'avez jamais été bon dans la paperasse, mais que vous vous promettez depuis des années d'équilibrer votre compte de banque, de tenir un meilleur registre de vos comptes, et que vous ne l'avez pas encore fait, il importe que vous l'admettiez et que vous engagiez quelqu'un pour vous aider, car il y a peu de chances que vous changiez. Vos faiblesses ne vous nuiront pas nécessairement dans la mesure où vous apprendrez à déléguer certaines de vos responsabilités. Cela aussi fait partie d'une gestion du temps empreinte de créativité. Il y a quelques années, mon personnel en vint à la conclusion que je n'étais pas un bon messager. Comme je voyageais constamment, on me demandait de livrer des documents à des personnes résidant dans les villes où je devais me rendre. D'accord, leur répondais-je, sans réfléchir en glissant des documents dans la poche de mon manteau. Aujourd'hui, je me rappelle m'être rendu compte à plusieurs reprises que certains documents n'avaient pas été livrés. Au bout d'un certain temps, mon personnel s'adressa à moi comme à un enfant de 5 ans. Un jour, on me dit, ce document doit être livré à New York. Êtes-vous certain que vous allez le livrer cette fois-ci? Je dis, bien sûr, comptez sur moi. Et bien, à mon retour, ce document se trouvait encore dans mon porte-document. À partir de ce moment-là, tout le monde comprit que s'il y avait quelque chose à faire livrer, il ne fallait pas le faire livrer par le président. Il fait très bien beaucoup de choses, mais c'est un très mauvais messager. Il faut prendre d'autres dispositions pour les documents à livrer. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de honte à admettre que vous n'êtes pas bon en tout. Cependant, il vous faut être sage pour ne pas laisser vos faiblesses vous empêcher d'atteindre vos buts. C'est pourquoi il est si important de se connaître soi-même lorsqu'on désire bien gérer son temps. 2. Bien gérer le téléphone. Nous avons tous appris à prendre le téléphone à la légère. Son usage est si courant de nos jours qu'au lieu d'en avoir un dans chaque foyer, nous en avons un dans chaque pièce et même dans nos poches. Bientôt, on en trouvera un dans chaque voiture. Et pourtant, peu d'entre nous ont pris le temps d'analyser comment tirer le meilleur parti de cet appareil, devenu intelligent, prétend-on. Nous reconnaissons que le téléphone peut s'avérer un outil très productif. Or, il nous faut aussi savoir que mal utilisé, il nous fera perdre beaucoup de temps. Car le téléphone, s'il est pour vous un outil remarquable, l'est aussi pour tous ceux qui l'utilisent. Et si vous avez la possibilité de joindre des gens en quelques secondes, ils ont eux aussi la possibilité de vous joindre tout aussi rapidement. Et cette réalité risque de déranger votre plan de travail quotidien. Aussi, faut-il vous assurer d'employer ce téléphone principalement pour répondre à vos besoins, gardez-en donc le contrôle. Sachez que vous devez joindre et à quel moment. Si vous avez la chance d'avoir une secrétaire, formez-la à faire le tri de vos appels efficacement ou servez-vous d'un répondeur à votre convenance. Rappelez-vous aussi que le téléphone permet aux autres de contrôler votre temps, même lorsque vous êtes à la maison. Si vous manquez de prudence, les autres pourront envahir vos heures de loisirs en compagnie de votre famille. Réagissez. Lorsque vous passez du temps avec des amis ou en famille, trouvez le moyen de ne pas répondre au téléphone. Servez-vous d'un répondeur, d'une messagerie ou d'un service téléphonique. Ou désactivez-le. Votre famille et vos amis sont trop importants pour que le temps que vous leur avez réservé soit monopolisé par des appels. De plus, en contrôlant l'entrée de vos appels, il vous est plus facile de déterminer ce que vous avez à retourner. Munissez-vous d'un agenda, numérique ou pas. Nous gaspillons tout temps et argent à faire des appels inutiles. Vous rappelez-vous déjà avoir dit « Attends un instant, j'avais autre chose à te dire. Je n'arrive pas à me le rappeler. Écoute, je vais te rappeler. » Nous avons tous dit cela à un moment donné. Il s'agit d'une excellente façon de perdre son temps et c'est très peu professionnel. La solution? Avant d'appeler, inscrivez tous les sujets
dont vous désirez discuter. Ainsi, toutes vos conversations deviendront beaucoup plus courtes et plus utiles et plus professionnelles. Vous aurez aussi un bilan de tous vos appels. S'il faut vous souvenir d'une conversation téléphonique, vous aurez l'information sous les yeux. Par exemple, vous pourrez dire « André, comment se déroulent les 4 activités dont nous avons discuté l'autre jour ?» Si André vous répond « Quelle activité? Nous n'en avons pas parlé », vous pourrez toujours montrer à André bien calmement le bilan écrit de votre conversation téléphonique. 3. Bien organiser son temps. Nous nous conformons tous à des habitudes de longue date. Cependant, cela peut devenir un luxe qui coûte cher. Pour être plus efficace, prenez donc le temps d'analyser vos méthodes de travail. Votre méthode de classement est-elle à jour? Et votre comptabilité? De nos jours, plusieurs méthodes efficaces générées par l'électronique nous permettent d'accroître notre productivité. Notre époque a engendré de nombreuses méthodes permettant de traiter plus d'informations en moins de temps. Vous devriez peut-être en profiter. 4. Posez les bonnes questions. Lorsqu'on dirige des personnes et qu'on désire gagner du temps, on doit apprendre à poser des questions. Et plus précisément, des questions pertinentes. En psychologie du comportement, on apprend que tout est le résultat de quelque chose. Lorsqu'un problème se présente, c'est souvent la pointe de l'iceberg. La meilleure façon d'aller au fond des choses n'est pas de sauter aux conclusions, mais de questionner. Ainsi, si Marcel ne fait pas de vente, il est possible de dire « D'accord, il faut donner des cours à Marcel sur l'art de vendre ». Il est aussi possible de demander à son supérieur « Pourquoi Marcel ne vend-il pas ?» Ce dernier répondra alors peut-être « Il ne fait pas assez d'appels parce qu'il ne commence pas assez tôt sa journée. » Maintenant, il serait possible de s'arrêter là et d'essayer de motiver Marcel à se présenter plus tôt. Toutefois, la meilleure solution reste de poser une autre question. Pourquoi Marcel ne commence-t-il pas sa journée plus tôt? Car c'est le cœur du problème. Peut-être Marcel a-t-il des problèmes personnels? Ou doit-il améliorer ses techniques de vente? La vraie cause des problèmes importants est souvent cachée. En apprenant à poser les bonnes questions, vous gagnerez un temps incroyable et arriverez plus rapidement au cœur du problème.